Par un beau soir d'été, Willie Lowen, le célèbre milliardaire new-yorkais d'origine russe, prend congé de la charmante et pulpeuse Vivian Langfield, après une soirée agréable. Vivian est la dernière personne qui admettra avoir vu Willie vivant. 48 heures plus tard, le commissaire Frank Zeman reçoit Vivian Langfield dans son bureau. Vous avez dîné en compagnie de Willie Lowen vendredi soir. À quelle heure êtes-vous sorti de chez lui? Je ne sais plus très bien, vers 2 heures du matin, je crois. Il m'a raccompagné jusqu'au perron de son domicile, a sifflé un taxi qui passait et m'a glissé un billet de $5 dans la main pour que j'aie de quoi régler la course jusque chez moi. Si je peux me permettre cette question, qu'avez-vous fait après dîner? Nous avons discuté de mon avenir. Willie s'occupait activement de ma carrière de chanteuse. C'est grâce à lui que j'ai décroché un contrat au Versailles. Il envisageait de me faire enregistrer un disque 33 tours. Willie était un homme vraiment charmant, autoritaire, mais au fond très, très seul, et puis tellement russe, tellement slave. Vivian Langfield quitte le bureau du commissaire Zeman, qui n'est pas plus avancé. Jamais on ne retrouvera le taxi. Mais est-ce vraiment grave? Ça l'affaire. Willie Lowen est une personnalité très connue de la finance américaine, autant pour sa fortune que pour ses démêlés avec la justice. Quelqu'un qui ne semble avoir aucun scrupule, le champion du faux en écriture. Inspecteur, une certaine Olivia Warren voudrait vous parler sur la une. Zeman décroche le combiné, une voix sensuelle déclare « Inspecteur, j'ai lu l'annonce de la mort de Willie dans les journaux. Je veux dire Willie Lowen. Je crois que je suis la dernière personne qui lui ait parlé avant sa mort. On dit qu'il a été assassiné vers 5 heures du matin. Eh bien, cette même nuit, il m'a appelé vers, je ne sais pas exactement, mais disons 3h30 ou 4h, pour me dire qu'il était seul et qu'il avait du vague à l'âme. Il voulait que je vienne le rejoindre. Mais j'étais fatigué par une partie chez des amis et j'ai refusé. Un coup de chance pour moi. Il vous appelait souvent, ainsi? Oh, de temps en temps. Mais je n'étais pas la seule, hein. D'ailleurs, je possède la clé de son hôtel au 333 Park Avenue. Je pouvais ainsi le rejoindre de jour comme de nuit, sans déranger les domestiques. Vous étiez sa maîtresse attitrée? Pas vraiment. Disons que nous nous entendions parfaitement sur un certain plan. Willie, comme beaucoup d'hommes qui dominent le monde, avait des goûts un peu particuliers au lit. Je savais ce qu'il aimait. D'une certaine manière, c'était un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Zeman prend des notes et demande à Miss Warren de bien vouloir passer pour signer sa déclaration. Puis il se rend au domicile de la victime. Dans le salon, 2 dames âgées, en grand deuil, attendent en buvant le thé d'un immense samovar doré. « Vous êtes madame Irina Lowen, je crois. Je suis l'inspecteur Zeman. Vous n'avez absolument rien entendu la nuit du crime. Mon fils occupait tout le second étage, je dormais au 3e dans une chambre. Mon amie ici présente, Nathalie Konchova de l'Opéra de Saint-Pétersbourg, dont vous connaissez sans doute le nom, occupait une autre chambre voisine. Nous étions fatigués car nous avions assisté à une représentation au Metropolitan. Nous avions ensuite dîné avec des amis. Parlez-moi un peu de votre fils, de votre famille. Oh, nous avons eu bien des malheurs. Pourtant, dans la Russie d'autrefois, nous jouissions d'une certaine situation. Mon défunt mari, Moshe Lowen, était sur le plan financier l'homme de confiance du tsar. Et moi-même, je faisais partie du cercle des intimes de Sa Majesté la tsarine. Tenez, regardez. Sur la cheminée de marbre, dans un cadre d'argent, l'inspecteur Zeman voit une photographie représentant la tsarine, le moine Raspoutine, celui qui faisait des miracles pour guérir le tsarevitch et hémophile, et tout près de lui, une jeune femme en chapeau élégant. Malgré les années, on reconnaît Irina Lowen et ses yeux un peu bridés. Elle poursuit aussitôt. En 1917, nous avons dû fuir, mais heureusement, mon époux avait eu la précaution de constituer un stock de diamants. Nous n'avons rien pu emporter de nos biens, sauf quelques sachets de diamants cousus dans nos vêtements. Willie, qui n'avait que 10 ans, en transportait un dans ses culottes de golf, au cas où nous aurions été séparés. Mais nous avons pu passer en Suède, puis en Angleterre. Nous sommes restés à Londres pendant quelques années, jusqu'à ce que Willie ait terminé ses études à Oxford. L'inspecteur Zeman prend congé. Il tient dans sa main le carnet d'adresse de Willie que l'on a retrouvé sur la table de chevet à côté du corps.
On y a relevé 2700 noms et numéros de téléphone différents. Des financiers, des call-girls, des chanteuses, des gangsters, des barmen, des juges, des journalistes, des chanteuses d'opéra, des playboys, des marchands de pétrole. Ah, il va y avoir du travail pour interroger tout ce monde. 2700 suspects. Dans le bureau de l'inspecteur Zeman, Peter Barbridge, un homme d'allure très britannique, vient d'entrer et c'est à son tour de raconter ce qu'il sait. J'ai frappé à la porte de mon maître à 8h30 comme chaque matin avec le plateau du petit déjeuner et les journaux du matin, spécialement les journaux financiers. Mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai insisté et je me suis décidé à entrer. C'est là que j'ai découvert la catastrophe. M. Loven était bien sur son lit. Oui, mais dans quel état? Les pieds et les poings liés avec une cordelette qui m'a semblé être du cordonnet pour les stores vénitiens. Il avait la bouche fermée avec du sparadrap. Je lui ai parlé en arrachant le sparadrap de peur qu'il n'étouffe, mais il était déjà trop tard, il était déjà froid. Et quand j'ai ouvert les rideaux, j'ai vu son regard fixe. C'était horrible. Vous êtes citoyen britannique, je crois. Depuis combien de temps êtes-vous au service de M. Loven? Il m'a engagé alors qu'il résidait à Londres, il y a 17 ans, en 1938. Je l'ai suivi partout depuis. En effet, je crois qu'il a eu une existence un peu mouvementée. Oh, c'était un génie de la finance. Ses activités s'étendaient au monde entier. Zeman regarde machinalement les mains de Peter Barbridge. L'autopsie du corps a révélé que la mort avait été donnée par un écrasement du larynx, un coup classique dans les commandos spéciaux. Non, Peter Barbridge est trop âgé pour avoir connu ces techniques à l'armée. De toute manière, il n'y a pas de trace de lutte. L'argent liquide, les bijoux personnels de Willie n'ont pas bougé du vide-poche où il les avait déposés. La mort de Willie Loven a éclaté comme un coup de tonnerre et à Moscou, la Pravda elle-même relate la mort crapuleuse de ce magnat de la finance. Un journaliste est spécialement accrédité pour couvrir les suites de l'enquête à New York même. Pour interroger les 2700 personnes qui figurent dans le carnet téléphonique de la victime, la police doit aménager des locaux spéciaux divisés en petits box insonorisés. Des dizaines d'inspecteurs s'attellent aux interrogatoires, autant de témoins de la vie de Willie, autant de versions différentes du personnage. On prend contact avec le quai des Orfèvres car Willie a laissé quelques souvenirs en France. Le commissaire principal Lamoureux, au téléphone, révèle, tout en feuilletant le dossier, après ses études en Angleterre, Willie Loven est venu s'installer à Paris. C'était dans les années folles, comme on dit. Il fréquentait la bohème, désirait faire fortune. Il a monté un cabaret, le Volga, mais il a fait faillite très vite. Mais il a hérité de son père un redoutable sens de la finance. On dit qu'il a, grâce à la réputation de son père, réussi une belle opération avec les fonds déposés par des Russes blancs en Suisse. C'est cela qui lui a mis le pied à l'étrier. Sur ce coup-là, il s'est fait aussi beaucoup d'ennemis. En tout cas, en 1929, il prend le contrôle de la banque franco-syrienne. Il n'y avait pratiquement rien dans les caisses, mais cela lui permet de s'offrir, grâce à des trades bidons, toute une chaîne de restaurants dont la valeur augmente rapidement. Il est désormais vraiment millionnaire et se met à spéculer contre le franc français. Zeman prend des notes à tout hasard et ensuite, le gouvernement s'inquiète et Pierre Laval lui-même, vous savez qui c'est, le fait expulser du territoire français. Après ça, il faudrait voir du côté de la Mandchourie, car il revend ses restaurants et s'offre des mines d'or là-bas. Il les revend à des Japonais pour 5 millions de dollars qui lui sont payés en yens. Zeman ne peut s'empêcher de laisser échapper un sifflement d'admiration. Quel lascar! La suite de l'histoire figure dans les dossiers du FBI. Willie et ses yens transitent par Hawaï et finissent par se retrouver aux États-Unis. Willie Loven se transforme alors en citoyen portugais nommé Willie da Silva Loven, un financier qui jette d'un seul coup tous ses yens sur le marché financier et les propose à 10% au-dessous du cours normal. C'est l'effondrement de la monnaie japonaise. Zeman va en apprendre bien d'autres sur Willie Loven. Après s'être débarrassé de ses yens, il fonde des compagnies en Amérique du Nord et du Sud. Un témoin qu'il a bien connu à cette époque ne peut s'empêcher d'exprimer son admiration. Mais rien ne l'arrêtait. Il a fondé 60 sociétés différentes en quelques années, réalisant des bénéfices faramineux sur les postes américains, le métro de Chicago, le pétrole vénézuélien. Il avait acheté des actions avant la guerre et les a revendues à 14 fois leur prix d'achat. Après ça, on le trouvait partout dans le cinéma, dans les compagnies de disques, dans les colorants artificiels. C'est encore un jeune homme, la preuve, c'est qu'on l'appelle sous les drapeaux américains. Willie da Silva Loven, qui possède la double nationalité et n'a pas le moindre accent portugais, proteste.
Les lois de mon pays m'interdisent de servir sous une bannière étrangère, fût-elle celle d'un pays ami. » Mais on découvre le poteau rose et Willy, au grand désespoir de sa maman Irina, se retrouve pour 18 mois sous les verrous. Un ancien prisonnier libéré avant lui se souvient. Pendant son séjour à l'université, comme on dit chez les taulards, il perd pas son temps et me fait acheter pour lui 500 000 $ de la Wamco Aviation Limited. Quand il est sorti, il les a revendus pour 15 millions de dollars. Il aurait voulu prendre le contrôle de la compagnie, mais les sénateurs américains se sont affolés. Pas question de voir cette compagnie responsable d'études concernant le programme américain de fusée entre les mains d'un citoyen né à Saint-Pétersbourg et condamné pour utilisation de faux passeports. Seaman approuve, mais se pose une autre question qui hérite. Irina, la mère, les 2 filles de Willy, issues d'un mariage parisien, Peter Burbridge, le fidèle valet de chambre, les domestiques, et une certaine Pénélope Casals, détentrice de la clé du 333 Park Avenue. Virginia et Pamela n'héritent de rien, malgré qu'elles aient été les dernières à voir ou à entendre Willy. À combien se monte l'héritage? Impossible de le savoir exactement. 1 million de dollars, 10 millions de dollars, 100 millions de dollars. On dit que Willy possède même une banque en Suisse. Willy est mis en terre devant ses intimes. Viviane, pas rancunière, est là. Elle s'éloigne ensuite de manière très remarquée au bras d'un jeune homme qui l'emmène dans une Alfa Romeo rouge. Sur la tombe, on peut lire « Vivre dans le cœur de ceux que nous aimons n'est pas mourir ». Désormais, pendant des années, des lettres, anonymes ou non, vont arriver dans les bureaux de la police. Des chercheurs amateurs, retraités, farfelus, débiles mentaux ou auteurs de romans policiers proposent toutes les solutions possibles pour expliquer la mort de Willy Loven. Les policiers essaient de remettre ensemble les pièces du puzzle, mais l'équipe diminue et passe d'une centaine d'inspecteurs à quelques individus qui finissent par se considérer comme placés sur une voie de garage. Irina, la mère de Willy, offre 25 000 $ de récompense à qui permettra de résoudre le problème. Personne ne les touchera jamais. Par l'intermédiaire des tables tournantes, elle prétend recevoir des messages de son fils qui lui conseille de rechercher un certain J.M., le seul dont le numéro de téléphone ne figurait pas dans son carnet. Les autorités américaines, par la voie de la presse, ne peuvent éviter d'avancer une version officielle. Willy Loven, qui, de par ses origines, n'a jamais complètement rompu les ponts avec les Soviétiques, a été chargé par Moscou d'acquérir pour leur compte un maximum de diamants. Cela afin de payer les achats de matériel technologique et de médicaments rares, introuvables en URSS. Pour cela, les Soviétiques lui ont fourni des subsides, mais incapable de résister à sa nature profonde. Willy Loven n'a pu s'empêcher d'acquérir des diamants pour son propre compte et de les dissimuler dans certains de ses coffres ultra-secrets. C'est pourquoi il a reçu la visite d'émissaires bien décidés à lui faire avouer où se trouvaient ses coffres. Une fois en possession du renseignement, ils ont éliminé ce partenaire peu fiable. Les Soviétiques sont responsables de tout. Pourtant, Loven, boxeur amateur, tennisman, cavalier, était de taille à résister à un ou plusieurs assaillants. Il n'y a pas de trace de lutte. Et s'il s'était mépris sur les intentions de ses visiteurs, s'il avait cru à un jeu sado-masochiste, avec tous ces gens qui possédaient ces clés, même s'ils faisaient changer la serrure de temps en temps, hein? Parfois, un anonyme téléphone à la police, encore aujourd'hui, et déclare « C'est moi qui ai tué Willy Loven. Mais vous ne m'attraperez jamais. » Il a raison jusqu'à aujourd'hui.